L'Assemblée va maintenant écouter l'allocution de Son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à prendre la parole. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Et alors, je vais lire ce discours sans téléprompteur, car il semblerait que le téléprompteur ne fonctionne pas. Mais je suis, quoi qu'il en soit, ravi d'être présent parmi vous, et cela va me permettre d'improviser et de parler plus librement. Mais en tout cas, je pense que les techniciens vont peut-être perdre leur travail. Hello, Madam First. Bonjour à la Première Dame. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Première Dame des États-Unis, Mesdames et Messieurs les délégués, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les dirigeants. Cela fait 6 ans que je me suis adressé à vous ici à cette tribune. Le monde était pendant mon premier mandat prospère, en paix, et depuis, eh bien, les armes ont ébranlé la paix que j'avais établie sur 2 continents. L'ère de stabilité a été remplacée par une période caractérisée par les plus grandes crises auxquelles l'humanité est confrontée. Pendant 4 ans, les États-Unis ont été caractérisés par le radicalisme, par la faiblesse en raison de l'administration de mon prédécesseur. Et notre pays a connu de nombreux revers. Mais il y a 1 an, alors que notre pays se trouvait dans une situation catastrophique, depuis 1 an, donc, les États-Unis affichent la meilleure performance au monde depuis mon retour à la Maison-Blanche, et aucun pays ne sommes absolument inégalés. Nous avons une économie en plein essor, des frontières sûres, notre armée est la plus forte, nous avons des amitiés solides, et nous avons un esprit, un caractère sans pareil. Le fait est que les États-Unis connaissent un âge d'or. Nous sommes rapidement en train d'inverser la tendance et nous réparons les dégâts économiques que nous avons hérités de l'administration précédente, notamment avec des augmentations de prix, une inflation galopante, une inflation jamais vue auparavant. Mais depuis mon retour au pouvoir, nous avons réduit le coût de l'énergie, le coût du carburant, le coût des denrées alimentaires, il y a eu une réduction du prix des hypothèques et nous avons également réussi à maîtriser l'inflation. Bon, ce qui est en hausse, par contre, c'est les cours de la bourse. Les cours de la bourse qui ont atteint un niveau record. À vrai dire, nous avons multiplié par 40 les cours de la bourse. Il y a donc un essor économique, l'industrie manufacturière est également en plein essor, la bourse se porte mieux que jamais auparavant, et je pense que vous, présents dans la salle, vous en bénéficiez également, tout le monde en bénéficie. Et surtout, les revenus, les salaires des employés augmentent plus rapidement que jamais depuis 6 décennies. Et en fin de compte, c'est ça qui compte. Pendant les 4 années du président Biden, eh bien, il y a eu moins de 1000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Et en l'espace de 8 mois, depuis ma prise de fonction, eh bien, nous avons enregistré, nous avons réussi à obtenir des engagements pour quelques 17 000 milliards de dollars. Donc 1000 milliards de dollars pour les 4 ans de l'administration Biden et depuis mon retour au pouvoir, 17 000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Cet argent afflue des 4 coins du monde. Nous avons mis en œuvre des réductions d'impôts du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Nous avons également supprimé de nombreuses réglementations afin que ce pays soit une fois encore le meilleur pays au monde pour les affaires. Et d'ailleurs, beaucoup des personnes présentes dans la salle investissent aux États-Unis. Et ce sont
de très bons investissements, comme le montrent ces 8 derniers mois. Nous avons donc bâti la meilleure économie pendant mon premier mandat. C'était la meilleure économie au monde, dans l'histoire du monde. Et je suis en train de faire la même chose aujourd'hui. Mais cette fois-ci, nous allons aller encore plus loin. L'économie va se porter encore mieux. Et à vrai dire, les chiffres dépassent nos attentes pendant notre premier mandat. Pour ce qui est de la frontière au sud des États-Unis, nous avons endigué une invasion à grande échelle au cours des 4 derniers mois. Et pendant 4 mois consécutifs, le nombre de migrants illégaux ayant franchi notre frontière s'élève à 0. Et c'est difficile à croire. Car si l'on regarde ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'il y a un an, il y avait à vrai dire des millions et des millions de personnes qui affluaient du monde entier, des prisonniers, des personnes déséquilibrées, des trafiquants de drogue, qui venaient du monde entier, qui affluaient dans notre pays en raison d'une politique ridicule, la politique des frontières ouvertes de l'administration Biden. Notre message est clair, si vous venez illégalement aux États-Unis, eh bien vous irez en prison ou vous retournerez dans votre pays, voire même encore plus loin. Et vous savez ce que j'entends par là. Je souhaiterais remercier El Salvador pour l'excellent travail mené à bien par ce pays pour recevoir et pour incarcérer de nombreux criminels qui avaient franchi les frontières de notre pays. En raison de l'administration Biden, un nombre record de personnes avaient franchi légalement la frontière. Mais nous sommes en train de nous débarrasser d'eux. Nous n'avons pas le choix. Et il y a d'autres pays qui sont dans la même situation, car il y a d'autres pays qui se trouvent dans la même situation. Pour ce qui est de la migration, c'est en train de détruire vos pays. Et donc vous devez faire quelque chose. À l'échelle internationale, les États-Unis, une fois encore, sont respectés comme jamais auparavant. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, voire même ne serait-ce qu'il y a 1 an, tout le monde se moquait de nous à travers le monde. Pendant le sommet de l'OTAN, au mois de juin, tous les membres de l'OTAN ont pris un engagement pour augmenter leurs dépenses militaires comme je leur ai demandé, pour passer de 2 à 5% du PIB. Notre alliance est aujourd'hui plus forte, plus puissante qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire. Au mois de mai, je me suis rendu au Moyen-Orient afin de rendre visite à mes amis pour rebâtir nos partenariats dans le Golfe. Ce sont des relations qui nous sont chères avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays également. Et je pense que nous avons un partenariat plus solide que jamais auparavant. Mon administration a négocié un accord commercial, des accords commerciaux sans pareil, notamment avec le Royaume-Uni, avec l'Union européenne, avec le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie et beaucoup d'autres pays. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. On m'a dit c'est impossible. Certaines de ces guerres, 2 de ces guerres duraient depuis 3 décennies. Vous vous rendez compte? 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à 7 guerres. Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers et des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous ces pays étaient concernés. Aucun président, aucun premier ministre, et à vrai dire, aucun pays au monde n'avait jamais fait une chose pareille. Et je l'ai fait en l'espace de 7 mois seulement. C'est du jamais vu, du jamais vu. Et je suis vraiment honoré de l'avoir fait. Hélas, j'ai dû mettre un terme à ces guerres alors que j'aurais préféré que l'ONU le fasse. Et le fait est que, hélas, dans le cas de toutes ces guerres, les Nations Unies n'ont même pas essayé d'aider à résoudre ces conflits. J'ai mis un terme à 7 guerres, je me suis entretenu avec les dirigeants de chacun de ces pays, et je n'ai reçu aucun coup de téléphone de la part de l'ONU me proposant peut-être de m'aider à résoudre ces conflits. Le fait est que, à l'ONU, les escalateurs, les escaliers ne fonctionnent même pas. Heureusement, la première dame est dans une excellente forme physique. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis dans une très bonne forme physique.
Donc nous avons pu gravir les escaliers. Et ensuite, il y a le téléprompteur qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà ce que je reçois de la part de l'ONU. Des escaliers mécaniques qui ne fonctionnent pas et un téléprompteur éteint. Merci beaucoup. Bon, le téléprompteur fonctionne désormais, merci. Bon, je pense que je devrais me contenter de lire mon discours de toute façon, merci. Bon, le fait est qu'à l'époque, j'étais occupé, je m'efforçais donc de mettre un terme à ces guerres et de sauver des millions de vies, mais ensuite j'ai pris conscience du fait que l'ONU n'était pas là. Il n'était pas là. J'y ai réfléchi après avoir mis un terme à ces conflits, et non pas pendant les négociations, des négociations loin d'être aisées. Ceci étant dit, quel est l'objectif de l'ONU? L'ONU a un tel potentiel, et je l'ai toujours dit. L'ONU a un énorme potentiel. Mais l'ONU, hélas, n'est pas à la hauteur des attentes, loin de là. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Les Nations Unies semblent se contenter de rédiger des lettres, mais ensuite, tout cela reste lettres mortes. Ce sont des vœux pieux. Et cela ne permet pas de résoudre des guerres. La seule façon de résoudre des guerres, c'est d'agir. Après avoir mis un terme à toutes ces guerres, après avoir négocié les accords d'Abraham, et ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, personne ne nous a remerciés. De toute façon, on ne nous remercie jamais. On ne nous remercie jamais. D'aucuns disent que j'aurais dû, pour chacun de ces accords, j'aurais dû reçu le prix Nobel de la paix. Mais moi, ce que je souhaite véritablement, c'est que les enfants puissent grandir dans la paix, car des millions de personnes dans tous ces pays ne seront plus tuées dans ces guerres qui ne prennent jamais fin. Moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas de recevoir des prix. Je souhaite sauver des vies. Et nous avons sauvé des millions et des millions de vies en mettant un terme à ces 7 conflits. Et nous sommes en train de négocier d'autres accords, comme vous le savez. Il y a des années, il y a un homme qui s'appelle Donald Trump, qui travaillait dans l'immobilier à New York. Il a misé sur la rénovation de ce complexe des Nations Unies. Je me souviens comme si c'était hier. Et à l'époque, j'ai dit que pour 500 millions de dollars, j'allais reconstruire ce complexe des Nations Unies pour que ce bâtiment soit magnifique, avec des sols en marbre, avec de magnifiques terrasses. J'avais promis de reconstruire le plus bel immeuble qui soit en marbre et non pas en plastique, mais ils ont décidé de dépenser beaucoup plus d'argent avec un autre projet, et je dois dire que le résultat est bien moindre. Et en fait, je pense qu'à l'époque, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire. Et leur concept en termes de construction était totalement erroné. Et les projets qu'ils avaient en tête étaient très mauvais, extrêmement onéreux. Cela allait leur coûter une fortune. Et je leur ai dit, je leur ai dit, attendez un peu de voir les dépassements de coûts. Et il y a eu des dépassements de coûts. Ils ont dépensé 200 milliards de dollars pour le bâtiment. 200 millions de dollars. Et les sols ne sont même pas en marbre. Et c'est ce que je vous avais promis. En ce qui me concerne, pour être honnête, lorsque je regarde ce bâtiment, et lorsque je me retrouve coincé sur les escaliers mécaniques, le fait est que c'est encore un chantier en cours qui n'a pas été terminé. Ce projet était gangréné par la corruption, donc j'ai dû, à vrai dire, témoigner devant le Congrès en raison de ce gaspillage d'argent. Entre 2 et 4 milliards ont été dépensés au lieu des 5 millions prévus. Moi, je leur ai dit, cela va vous coûter beaucoup plus que 500 millions de dollars. Mais hélas, à l'ONU, eh bien, c'est un problème permanent. Et d'ailleurs, c'est un problème que l'on observe à plus grande échelle encore. Et c'est très triste. Je ne sais pas si l'ONU est à même de jouer un rôle productif. Moi, je suis présent ici pour vous tendre la main, pour vous proposer l'amitié des États-Unis. Et je tends la main à tous les pays dans la salle, chaque pays disposé à travailler avec nous afin de bâtir un monde plus prospère, un monde plus sûr. Et d'ailleurs, ce sera un monde beaucoup plus heureux. Nous pouvons bâtir un avenir plus radieux. C'est à notre portée. Mais pour cela, nous devons rejeter les méthodes qui se sont révélées erronées. Et nous devons travailler main dans la main pour relever les plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Et quel est le principal défi? Quelle est la principale menace? Eh bien, ce sont les armes les plus destructrices jamais conçues par l'homme.
Et comme vous le savez, les États-Unis disposent de cette arme. Et comme je l'ai fait pendant mon premier mandat, mon objectif pour moi est d'endiguer ces menaces. C'est ma priorité. Et il faut commencer par un pays, l'Iran. Ma position est simple. Le principal parrain du terrorisme ne peut posséder les armes les plus dangereuses du monde. Voilà pourquoi, peu après ma prise de fonction, j'ai dit que Donc j'ai envoyé une lettre au guide suprême et j'ai proposé la coopération pleine et entière. En contrepartie, l'Iran doit s'engager à cesser son programme nucléaire. Quelle était la réponse du régime? Ils ont continué à proférer des menaces à l'endroit de leurs voisins, ils continuent de menacer les intérêts américains dans la région, ils continuent de menacer des pays, de grands pays qui se trouvent dans la région. Et aujourd'hui, beaucoup des anciens commandants militaires de l'Iran, presque tous, à vrai dire, nous ont quittés, ils sont morts. Il y a 3 mois, avec l'opération Marteau de minuit, 7 bombardiers furtifs ont largué des bombes à forte pénétration pour cibler les principales infrastructures nucléaires iraniennes. Toutes ces infrastructures ont été absolument éliminées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait. Aucun pays ne dispose même de l'équipement. Nous avons les meilleures armes au monde. Nous détestons les utiliser, certes, mais nous l'avons fait. Et ce que nous avons fait, cela fait 22 ans que d'aucuns souhaitaient le faire. Nous avons démoli les capacités d'enrichissement de l'Iran et nous avons ainsi mis un terme à la guerre des 12 jours entre Iran et Israël. Les deux pays ont accepté de cesser de se battre. Comme vous le savez, j'ai également participé activement à la négociation d'un cessez-le-feu à Gaza. Il faut que cela cesse. Hélas, le Hamas n'a de cesse de rejeter toutes les offres raisonnables dans les pourparlers de paix. N'oublions pas ce qui s'est passé le 7 octobre. D'aucuns souhaitent encourager la poursuite du conflit, et donc certains pays souhaitent de façon unilatérale reconnaître un État palestinien. Ce qui reviendrait à récompenser les terroristes du Hamas pour les atrocités commises. Ce serait pour ces terroristes une récompense, notamment les atrocités du 7 octobre. Le Hamas refuse de libérer les otages, il refuse tout cessez-le-feu. Au lieu de récompenser le Hamas qui a tant détruit, eh bien, nous aurions pu résoudre ce conflit il y a bien longtemps. Il ne faut pas céder aux exigences du Hamas. Si vous aspirez véritablement à la paix, eh bien, vous devez vous exprimer d'une seule voix et dire « libérez les otages dès aujourd'hui ». Il faut libérer les otages. Merci. Merci. Nous devons conjuguer nos efforts et nous allons le faire pour finaliser cette négociation. Il faut que la guerre à Gaza cesse. Nous devons faire cesser cette guerre. Nous devons négocier immédiatement. Nous devons négocier la paix. Il faut libérer les otages. Nous souhaitons que les 20 otages soient libérés. Non pas 2, non pas 4. Comme vous le savez, j'ai déjà, avec Steve Witkoff et d'autres, permis la libération de la plupart des otages. Nous avons participé à la libération de tous les otages jusqu'à présent. Mais pour ce qui est des derniers otages, j'ai dit que ce serait le moment le plus difficile, et c'est le cas. Mais nous devons les libérer. Nous ne souhaitons pas en récupérer 2, puis 3, puis 4. Non, nous souhaitons finaliser la négociation et tous les libérer. Et nous souhaitons également récupérer la dépouille des 38 otages morts. Les proches sont venus me voir et ils m'ont imploré pour permettre la restitution des dépouilles. Même s'ils ne sont plus en vie, ils souhaitent les récupérer. J'ai également travaillé sans relâche pour mettre un terme au massacre en Ukraine. Et j'ai donc, comme vous le savez, mis un terme à 7 conflits. Et je pensais que l'Ukraine, ce serait le plus simple à résoudre, car j'ai une très bonne relation avec Vladimir Poutine. Je pensais que le conflit ukrainien serait simple à résoudre. Mais en temps de guerre, on est toujours surpris. Il y a de bonnes surprises, parfois de mauvaises surprises. Tout le monde pensait que la Russie allait gagner cette guerre en l'espace de 3 jours. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ces escarmouches ne devaient pas durer longtemps, et je dois dire que cela ne contribue pas à la bonne réputation de la Russie. C'est plutôt l'inverse. Le fait est que
tout cela aurait duré quelques jours seulement ou quelques semaines, et pourtant ils se battent depuis 3 ans et demi. De 5 à 7 000 jeunes soldats, principalement de jeunes soldats, sont tués des deux côtés chaque semaine. De 5 000 à 7 000 jeunes hommes tués toutes les semaines. Il y a également des morts dans les villes avec des drones, des attaques de drones, des bombes. Et si j'avais été président à l'époque, cette guerre n'aurait jamais commencé. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Cela vous montre l'importance du leadership. Et cela vous montre également ce qui peut se produire lorsque personne ne montre l'exemple. Regardez ce qu'ont fait les États-Unis et regardez ce que nous avons réussi à faire en l'espace de quelques mois. La question est de savoir combien de vies seront fauchées de façon inutile des deux côtés. Le fait est que la Chine, notamment, finance beaucoup cette guerre, puisque la Chine continue à acheter du pétrole russe, mais le fait est que même les pays de l'OTAN, et il n'y a aucune excuse, n'ont pas cessé leurs achats d'hydrocarbures russes. Et comme vous le savez, je m'en suis rendu compte il y a 2 semaines et j'étais vraiment mécontent. Imaginez un instant, ils financent la guerre contre eux-mêmes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Si la Russie n'est pas prête à négocier un accord pour mettre un terme à la guerre, eh bien, les États-Unis sont tout à fait disposés à imposer un éventail de droits de douane pour mettre un terme au bain de sang rapidement, je pense. Pour que ces droits de douane portent leurs fruits, les pays européens, vous tous ici représentés dans la salle, les pays européens doivent se rallier à nous pour prendre les mêmes mesures. Nous sommes séparés de ce continent par un océan. L'Europe doit donc être à la hauteur du défi. L'Europe doit cesser ce comportement. Ils achètent des hydrocarbures à la Russie. Et dans le même temps, ils se battent contre les Russes. C'est vraiment honteux. Et lorsque j'ai en entendu parler, je peux vous dire que je me suis dit que c'était scandaleux. Quoi qu'il en soit, l'Europe doit immédiatement cesser tous les achats d'hydrocarbures russes. Sinon, nous allons vraiment perdre beaucoup de temps. Donc moi, je suis prêt à le négocier. Nous allons en parler aujourd'hui avec les pays européens, tous les pays européens réunis dans la salle. Et je suis sûr qu'ils sont ravis de m'entendre en parler, mais le fait est que moi, je ne mâche jamais mes mots. Nous souhaitons combattre les menaces que font peser les armes les plus dangereuses. Nous devons également mettre un terme à la production d'armes biologiques une fois pour toutes. Ces armes biologiques sont terribles. Il y a également les armes nucléaires, c'est encore pire. Il faut également en parler. Nous souhaitons que les pays cessent de produire des armes nucléaires. Comme vous le savez, comme je le sais, on m'a souvent dit toutes ces armes sont extrêmement puissantes, il ne faut pas les utiliser. Si nous utilisons ces armes, cela marquera probablement l'extinction de l'humanité. Il n'y aura plus d'ONU. Il n'y aura plus rien. Il y a quelques années, il y a eu des tests irresponsables en mer. Ou plutôt, il y a eu des tests irresponsables dans un autre pays. Cela a provoqué la pandémie. En dépit des conséquences, d'aucuns continuent de se livrer à des recherches dans le domaine des pathogènes et des armes biologiques. C'est extrêmement dangereux. Il faut éviter les catastrophes. Voilà pourquoi j'annonce que mon administration va montrer l'exemple et nous allons essayer de créer une convention sur les armes chimiques, sur les armes biologiques. Nous allons nous entretenir avec les dirigeants du monde, nous allons créer un système de vérification avec l'intelligence artificielle fiable et j'espère que l'ONU pourra jouer un rôle constructif. Et nous allons voir si l'intelligence artificielle s'avère utile. D'aucuns pensent que c'est peut-être le meilleur qui pourrait se produire pour l'humanité, mais l'intelligence artificielle pourrait également être dangereuse. Mais je pense que l'IA a un fort potentiel. L'ONU ne contribue pas à résoudre les problèmes, et souvent, à vrai dire, l'ONU crée de nouveaux problèmes que nous devons ensuite résoudre. À titre d'exemple, le principal dossier politique, le problème des migrations non contrôlées, c'est hors de contrôle. Vos pays sont en train d'être détruits. L'ONU finance des attaques qui visent les pays occidentaux, qui visent leurs frontières. En 2024, quelques 350 millions de dollars ont été apportés par l'ONU pour permettre à des centaines de milliers de migrants de se rendre aux États-Unis. Vous vous rendez compte, l'ONU
aide ces migrants à se rendre illégalement aux États-Unis. Et ensuite, nous devons les chasser. L'ONU a également apporté une aide alimentaire, des cartes bancaires à des migrants illégaux. Vous vous rendez compte? Des migrants qui ont ensuite franchi la frontière sud des États-Unis. Ce sont des millions de personnes qui ont franchi la frontière sud. Avant mon arrivée, des millions de personnes affluaient jour après jour. En l'espace de 4 ans, 25 millions de personnes, en raison de l'administration incompétente de mon prédécesseur. Mais nous avons mis un terme à tout cela. À vrai dire, il n'y a plus personne qui franchit la frontière, car ils savent que cette frontière est infranchissable. Mais ce qui a lieu est absolument inacceptable. L'ONU est une organisation qui est censée mettre un terme aux invasions, et non pas les produire, et non pas les financer. Et aux États-Unis, nous rejetons l'idée selon laquelle des étrangers doivent pouvoir se rendre à l'autre bout de la planète, fouler aux pieds notre souveraineté, franchir les frontières, se livrer à la criminalité et épuiser notre système de sécurité sociale. Nous avons dit que les États-Unis appartenaient aux Américains. Et j'encourage tous les pays à nous emboîter le pas. Vous devez défendre vos propres citoyens. Vous devez le faire. Je ne vais pas citer le nom des pays, mais le fait est que je pourrais citer le nom de vos pays. Vos pays sont en train d'être détruits. L'Europe se porte bien mal. L'Europe a été envahie par des migrants illégaux, et c'est du jamais vu dans l'histoire. Des migrants illégaux qui affluent en Europe, et personne ne fait rien. Personne ne fait rien pour les chasser. Ce n'est pas viable. Vous préférez être correct politiquement, et donc vous ne faisiez rien, car personne n'ose en parler. Lorsque je regarde Londres, par exemple, où vous avez vraiment un maire extrêmement incompétent, eh bien Londres a vraiment changé. Il souhaite imposer la charia à Londres, alors que c'est un autre pays, vous ne pouvez pas imposer la charia. Et je pense que cela provoquera la mort de l'Europe de l'Ouest si rien n'est fait immédiatement. Ce n'est pas viable. Ce qui permet au monde d'être beau, c'est que chaque pays est unique. Chaque pays souverain doit pouvoir maîtriser ses frontières. Vous avez le droit de maîtriser vos frontières comme nous le faisons nous-mêmes. Et vous devez limiter le nombre de migrants qui franchissent vos frontières. Car il faut penser aux contribuables. Ce sont vos contribuables qui ont bâti votre nation, qui ont versé leur sang, qui ont travaillé sans relâche, qui ont dépensé des sommes considérables. Et aujourd'hui, ces pays sont en cours de destruction. Les pays fiers doivent protéger leur communauté, doivent veiller à ce que leur communauté ne soit pas envahie par des populations, par des étrangers, qui ont des coutumes différentes, qui ont des religions différentes. Ces migrants violent les lois. Il y a des demandeurs d'asile qui n'ont pas du tout le droit d'obtenir l'asile. Et dans de nombreux cas, ces personnes devraient être renvoyées chez elles. Alors, nous avons le cœur sur la main, bien entendu, pour les populations qui souffrent véritablement. Nous sommes pleins d'empathie, certes. Nous devons, dans un premier temps, résoudre les problèmes qui accablent leur pays, plutôt que de créer de nouveaux problèmes dans nos pays. Nous avons vraiment tendu la main à tous ces pays, des pays qui, auparavant, nous envoyaient de véritables caravanes avec des centaines de migrants, de grandes caravanes de migrants qui franchissaient nos frontières sans aucun contrôle. Nous ne savions pas qui étaient ces personnes, mais ça, c'est fini. Selon le Conseil de l'Europe, en 2024, 50% des prisonniers dans les prisons allemandes étaient des ressortissants étrangers, des migrants. En Autriche, c'est 53% des personnes incarcérées qui provenaient donc d'autres pays. En Grèce, c'était 54%. En Suisse, un très beau pays, 72% des prisonniers sont des ressortissants étrangers. Lorsque vos prisons sont remplies de soi-disant demandeurs d'asile, qui vraiment, alors qu'on leur a ouvert la porte, se livrent à la criminalité, eh bien il faut mettre un terme à la politique des frontières ouvertes. Et je peux vous le dire, moi je sais comment fermer les frontières. Vos pays sont voués à l'enfer si vous ne faisiez rien. Nous avons décidé d'agir rapidement pour mettre un terme à cette immigration incontrôlée. Nous avons donc décidé
d'expulser tous ces étrangers, et du jour au lendemain, les étrangers ont cessé d'essayer de venir, ils ne viennent plus aux États-Unis. C'était donc pour leur bien, car le fait est que lorsque ces migrants se rendent aux États-Unis, il y en a des dizaines qui meurent sur le chemin. Il y a beaucoup de femmes qui ont été violées, c'est du jamais vu. Ces femmes ont été violées, passées à tabac, pendant ce périple qui les menait jusqu'aux États-Unis. Un périple extrêmement dangereux et extrêmement difficile. Et donc c'est une victoire également que nous avons remportée contre la traite des êtres humains. Ce que nous avons fait, c'est véritablement une victoire. Nous avons sauvé d'innombrables vies, toutes ces personnes qui désormais ne vont pas se lancer dans ce périple. Ce périple était un périple mortifère. Les corps des migrants jonchaient ces pays, les jungles, tout le long de ce périple. Il fallait traverser la jungle, il fallait traverser des zones arides, ces personnes périssaient en raison de la suffocation. Ce sont des endroits où on ne peut pas respirer. Le sol était jonché de cadavres. Mais ils ne viennent plus. Et donc nous sauvons d'innombrables vies. Nous avons vraiment fait un travail remarquable. Et les citoyens américains sont d'accord avec nous. Apparemment, j'ai un taux de popularité inégalé aux États-Unis, notamment grâce à ce que nous avons fait à la frontière, et notamment grâce à ce que nous avons fait avec l'économie, car l'administration Biden ne faisait qu'enhardir les cartels de drogue, les trafiquants d'êtres humains, les prisonniers, des prisonniers du monde entier qui se rendaient aux États-Unis. Par ailleurs, l'administration Biden a perdu quelques 300 000 enfants en bas âge qui ont fait l'objet de la traite des êtres humains, au vu et au su de l'administration Biden. Et beaucoup de ces enfants ont été violés, exploités, persécutés, vendus. Personne n'en parle. Les fake news n'en parlent pas. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont portés disparus ou qui sont morts. Et nous avons trouvé beaucoup de ces enfants. Et nous les avons rapatriés, nous les avons rendus à leurs parents. Et donc, lorsque nous retrouvons ces enfants, nous leur demandons d'où viens-tu et nous les renvoyons chez eux. Et les parents sont réunis avec leurs enfants et ils pleurent de joie et ils ne pensaient plus revoir leurs enfants chéris. Nous l'avons fait pour quelques 30 000 enfants jusqu'à présent. Tout système qui aboutit à la traite des enfants est un système maléfique. Et pourtant, c'est ce que plaident les mondialistes. Comme vous le savez, cette période est révolue. L'administration Trump travaille sans relâcher. Nous continuons à travailler pour retrouver toutes ces personnes méchantes qui sont responsables de ce problème. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de permettre à ces enfants, à ces centaines de milliers d'enfants, d'être rendus à leur famille. Je ne sais pas si nous allons retrouver tous ces enfants. Le fait est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été portés disparus ou qui sont morts. Ils sont portés disparus ou ils sont morts en raison de ce que sont faits ces animaux. J'ai par ailleurs décidé de cibler des cartels de drogue, des cartels barbares, et je pense que vous savez ce dont je parle. Croyez-moi, après ce que j'ai fait, il n'y a plus beaucoup de transport de drogue par navire depuis le Venezuela. Ils ont changé d'avis assez rapidement grâce à notre action et nous avons donc mis un terme à ces arrivées par bateau de drogue. Ces drogues tuent des centaines de milliers de personnes. Il y a également un certain nombre donc de cartels de drogue, des cartels barbares qui sont désormais inscrits sur les listes d'organisations terroristes. Il y a également les pires gangs de l'histoire, Tren de Agua et le MS-13. Tren de Agua vient du Venezuela d'ailleurs. Ces organisations se livrent à la torture, à la mutilation, au meurtre, en toute impunité. Ce sont les ennemis de l'humanité. Voilà pourquoi nous avons récemment commencé à utiliser la puissance de feu de l'armée américaine pour détruire tous ces terroristes du Venezuela, tous ces réseaux de trafiquants. Et qui est le responsable? Nicolás Maduro. C'est lui qui est à la tête de ces réseaux. Je m'adresse à tous ces terroristes, à tous ces trafiquants qui souhaitent se rendre aux États-Unis. Sachez que nous allons vous éliminer, nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés.
300 000 personnes sont décédées l'année dernière en raison de la drogue. Le fentanyl et d'autres drogues sont les responsables. Chaque navire que nous coulons aurait pu tuer quelques 25 000 Américains. Et donc nous n'allons pas rester les bras croisés. L'énergie est un autre domaine où nous assistons aux États-Unis à un essor inégalé. Nous nous débarrassons de ces énergies soi-disant renouvelables. C'est une véritable supercherie. Ces énergies ne fonctionnent pas. Elles ne sont pas suffisamment puissantes pour alimenter les centrales électriques. Le vent ne souffle pas suffisamment fort. Ces éoliennes sont pathétiques. Elles sont extrêmement coûteuses. Il faut les reconstruire en permanence. Et elles commencent à rouiller. C'est l'énergie la plus onéreuse jamais conçue. Et l'objectif de l'énergie, c'est de gagner de l'argent et de non pas perdre l'argent. Si vous perdez de l'argent, ensuite, les gouvernements doivent subventionner ces énergies. Et souvent, d'ailleurs, ces énergies sont produites, ou ces éoliennes sont construites en Chine. Mais ces éoliennes sont ensuite exportées. Pourquoi est-ce que la Chine les construit mais ne les utilise pas? La Chine utilise le charbon, le gaz. La Chine utilise toute source d'énergie à l'exception de l'énergie éolienne. Par contre, ça c'est sûr, ils aiment beaucoup vendre ces éoliennes. Pour ce qui est de l'Europe, l'Europe a un long chemin à parcourir. Ces pays sont au bord de la destruction en raison de cet agenda écologique. Et pour ce qui est de l'Allemagne, je dois dire que l'Allemagne se portait mal, notamment en raison de l'énergie et de la migration. L'Allemagne était au bord de la faillite, mais il y a désormais de nouveaux dirigeants en Allemagne. Ils ont rectifié le tir, et ils ont fixé un nouveau cap avec les combustibles fossiles, l'énergie nucléaire. C'est formidable, c'est une énergie propre. Ils ont réparé les dégâts, ils ont ouvert des centrales. Et donc l'Allemagne se porte bien. Je pense qu'il faut vraiment féliciter l'Allemagne. L'Allemagne s'est rendu compte du fait que c'était une situation catastrophique, qu'ils étaient en train d'opérer une transition écologique. Mais ça, c'est la meilleure façon de faire faillite. Alors certes, certains vont me critiquer car je le dis, mais moi je suis ici pour dire la vérité. Je suis à New York. Et donc croyez-moi, je me sens en pleine sécurité. Nous sommes en train de maîtriser la criminalité. Et puisque nous parlons de la criminalité, pensez un instant à la ville de Washington. C'était la capitale du crime aux États-Unis. Et désormais, en l'espace de 12 jours seulement, nous avons maîtrisé la criminalité. C'est une ville extrêmement sûre. Vous pouvez sortir, aller au restaurant, votre femme peut déambuler librement dans les rues, rien ne lui arrivera. Donc nous avons fait un travail remarquable. Et oui, j'ai mobilisé la garde nationale. Et la garde nationale a fait le nécessaire. Et ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, mais nous avons réussi à incarcérer des centaines, des milliers de criminels. Nous les avons renvoyés dans leur pays ou nous les avons mis derrière les barreaux. Washington est une ville sûre désormais. Et je vous invite à venir à Washington. Nous pourrons aller dîner dans un restaurant et nous pourrons y aller en marchant. Inutile de prendre un véhicule blindé. Nous pourrons nous y rendre à pied depuis la Maison-Blanche. Pour ce qui est du pétrole et du gaz, on nous parle du pétrole de la mer du Nord. Aberdeen, c'était la capitale du pétrole de l'Europe. Il y a un fort potentiel. Il y a encore du pétrole à trouver dans la mer du Nord. Beaucoup de réserves de pétrole. Et je me suis entretenu avec le Premier ministre et je lui ai dit, vous avez énormément de gisements. Mais il y a eu tellement d'impôts que aucune entreprise ne souhaitait se livrer à l'exploitation du pétrole. Or, il y a beaucoup de gisements dans les sols. Il y a beaucoup de pétrole, du pétrole que nous n'avons pas encore trouvé. Et c'est vraiment une grande ressource pour le Royaume-Uni. Et donc j'espère que le Premier ministre britannique m'écoute, car je lui ai dit pendant 3 jours, je n'ai cessé d'en parler, le pétrole de la mer du Nord, car je souhaite le meilleur au Royaume-Uni. Il faut que le Royaume-Uni cesse de détruire le paysage de l'Écosse, les paysages de l'Angleterre, avec ces éoliennes qui empiètent sur les terres agricoles. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés aux États-Unis. En 1982, le PNUE a dit que d'ici à 2000, le changement climatique allait causer une catastrophe mondiale. Il a dit à l'époque que cette catastrophe serait irréversible.
que ce serait comme une apocalypse nucléaire. C'est ce qu'ils ont dit à l'ONU à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes aujourd'hui présents. Un autre représentant de l'ONU a dit en 1999 que des pays allaient être rayés de la carte par le changement climatique. Par le changement climatique, cela ne s'est pas produit. Il y a des années, dans les années 1920, dans les années 1930, d'aucuns ont dit que le refroidissement allait tuer le monde et qu'il fallait faire quelque chose. Et ensuite, ils nous ont parlé du réchauffement climatique. Et ils ont dit que cela allait tuer la planète. Et aujourd'hui, on parle de changement climatique. C'est le changement climatique. Voilà ce dont on parle aujourd'hui. Peut-être que c'est le refroidissement, peut-être que c'est le réchauffement, on ne sait pas. Ils nous parlent du changement climatique. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, selon moi. Le changement climatique. On nous parle sans cesse du changement climatique. On ne nous parle plus du refroidissement ou du réchauffement. Ce sont des prévisions qui avaient été faites par l'ONU et d'autres, souvent pour des raisons erronées, et tout cela s'est avéré faux. Ce sont des personnes stupides qui ont formulé ces prévisions. Cela a coûté des fortunes à leur pays. Et cela a garanti la ruine de ces pays. Donc je vous conseille de vous éloigner de cette supercherie écologique, sinon vous allez faire faillite. Et croyez-moi, je m'y connais en la matière. Et je l'ai dit pendant la campagne, il y avait une casquette que beaucoup de mes partisans portaient, une casquette qui disait Trump avait raison sur tout. Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est vrai. Donc vous devez laisser de côté cette supercherie écologique, sinon vous êtes voué à la faillite. Donc je vous encourage vraiment à ne pas vous laisser berner. Je suis le président des États-Unis, mais j'aime l'Europe. Je me préoccupe de l'Europe. J'aime la population européenne. Et le fait est que l'Europe est dévastée par l'immigration, par ce problème énergétique. C'est en train de tout détruire. Et donc les Européens ne peuvent rester les bras croisés. Vous ne faites rien car vous n'osez pas froisser les gens. Vous êtes en train de détruire votre patrimoine. Il y a donc la catastrophe migratoire et il y a cette supercherie énergétique. Vous devez agir avant qu'il ne soit trop tard. En ce qui concerne l'empreinte carbone, là encore, c'est une duperie, fabriquée de toutes pièces par des personnes bien mal intentionnées. Et vous êtes en train de vous engager sur la voie de la destruction. L'empreinte carbone, beaucoup en parlaient il y a quelques années. Je m'en souviens très bien. J'ai entendu parler de l'empreinte carbone. Et ensuite, le président Obama monté à bord de l'Air Force One, un Boeing, et ce n'était pas un nouveau Boeing, c'était un ancien Boeing, extrêmement polluant, avec de vieux moteurs, et il nous parlait de l'empreinte carbone. Nous devons faire quelque chose avec l'empreinte carbone. Et ensuite, il se rendait de Washington à Hawaï pour aller jouer au golf. Et ensuite, il montait de nouveau à bord de ce bel avion pour revenir à Washington, et encore, il nous parlait du réchauffement climatique et de l'empreinte carbone. C'est vraiment une supercherie, une escroquerie. C'est extrêmement coûteux. L'Europe a essayé de réduire son empreinte carbone de 37%. Imaginez un instant. Félicitations à l'Europe. Formidable. Cela vous a coûté beaucoup. Cela a détruit des emplois. Les usines ont fermé. Mais vous avez réduit votre empreinte carbone de 37%. Néanmoins, après tous ces sacrifices, et il y en a d'autres à venir, qu'est-ce que vous avez accompli ? Il y a eu une augmentation de 55% des émissions, notamment en raison de la Chine et d'autres pays. Des pays qui prospèrent. Ces pays émettent plus de CO2 que tous les pays développés au monde. Donc, tous ces pays s'efforcent de réduire l'empreinte carbone. Cela n'a ni queue ni tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, nous avons encore des écologistes radicalisés qui souhaitent fermer les usines. Il ne faut plus qu'il y ait de vaches, ils souhaitent tuer toutes les vaches. C'est insensé ce qu'ils souhaitent faire. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nos frontières ont été sécurisées et nous avons, pour ce qui est de l'atmosphère, alors je pense que nous avons un air très propre, l'air le plus propre de l'histoire de notre pays depuis très longtemps, mais le problème c'est qu'il y a d'autres pays comme la Chine par exemple, où l'air est un peu plus pollué. Eh bien, l'air circule, bien entendu,
Et donc, même si votre pays ne pollue pas, eh bien, cet air est pollué car il provient d'autres pays, où l'air n'est pas aussi propre que chez nous. Et les écologistes refusent de le reconnaître. Idem avec les déchets. En Asie, par exemple, ils ont tendance à déverser leurs déchets dans les océans. Et en l'espace de 2 ou 3 semaines, eh bien, ces déchets viennent s'échouer sur les frontières de la Californie. Nous l'avons vu, des quantités considérables de déchets à Los Angeles, à San Francisco. Mais ensuite, on vient vous taper sur les doigts parce que vous avez laissé votre mégot sur la plage. C'est totalement insensé. La principale conséquence de ces politiques écologiques, c'est que nous n'avons pas amélioré l'environnement, nous avons modifié l'industrie manufacturière, les emplois ont été perdus aux pays occidentaux, car il y a des règles totalement insensées qui ont été promulguées, et d'autres pays, eux, ont créé beaucoup d'emplois et gagnent beaucoup d'argent. Si vous regardez les factures d'électricité en Europe, c'est 4 fois plus qu'en Chine, 2 ou 3 fois plus élevées qu'aux États-Unis. Nous, nos factures sont en train de baisser, vous l'avez probablement vu. Nous avons beaucoup réduit le coût de l'électricité, car qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous forons, comme le dit l'expression, fort chéri, fort, nous forons. Les coûts de l'électricité ont beaucoup baissé aux États-Unis. Et donc, par exemple, si vous regardez les climatiseurs, dans les pays où les factures d'électricité sont très élevées, les gens n'utilisent pas la climatisation. Mais nous, aux États-Unis, nous avons réussi à prévenir les décès liés aux canicules. Alors qu'en Europe, le bilan humain est catastrophique car c'est tellement cher d'utiliser la climatisation que personne ne l'utilise. Ce n'est pas l'Europe que j'aime et que je connais. Tout cela pour, soi-disant, mettre un terme à l'escroquerie du changement climatique. Cet agenda mondialiste n'a aucun sens. Ces pays sont censés se flageller. Vous devez mettre un terme à cette politique, vous devez le faire immédiatement. Voilà pourquoi aux États-Unis, nous nous sommes retirés de l'accord de Paris, le faux accord de Paris. Et sachez que les États-Unis payaient beaucoup plus que tout autre pays au monde. Il y a d'autres pays qui ne payaient rien. La Chine n'avait pas à payer jusqu'en 2030. La Russie avait également une cible facile à atteindre. Mais pour ce qui est des États-Unis, nous étions censés payer 1000 milliards de dollars. Et j'ai dit que c'était une escroquerie. Le fait est que les États-Unis se sont laissés abuser par le reste du monde, mais ce n'est plus le cas, comme vous l'avez remarqué. J'ai signé des décrets exécutifs pour provoquer un véritable essor de l'industrie énergétique. Pour ce qui est du pétrole, nous avons beaucoup de réserves. Nous avons plus de gisements de gaz et de pétrole que n'importe quel autre pays. Et si vous ajoutez le charbon, eh bien, nous avons plus de réserves d'énergie que les autres pays. Et le charbon, c'est magnifique, c'est propre. On peut faire avec le charbon aujourd'hui des choses qui étaient inimaginables il y a des décennies. Et donc, pour ce qui est du charbon, moi je ne dis pas le charbon, je dis le charbon propre, le beau charbon. En tout cas, nous sommes prêts à aider tous les pays à leur fournir de l'énergie propre si vous en avez besoin. Et nous sommes en train d'exporter de l'énergie aux 4 coins du monde. Nous sommes le plus grand exportateur. Aux États-Unis, nous sommes en faveur du commerce. Nous sommes prêts à faire des affaires avec tous les pays. Nous souhaitons aider les nations. Nous allons aider vos pays. Mais il faut que ce commerce soit équitable, réciproque. Le problème avec le commerce, c'est le même qu'avec le climat. Les pays qui respectent les règles, eh bien, leurs usines ont été pillées. C'est vraiment très triste. Ces usines ont dû fermer leurs portes en raison de ces pays qui ne respectent pas les règles du jeu. Voilà pourquoi les États-Unis appliquent des droits de douane à d'autres pays. Et le fait est que ces droits de douane nous ont été appliqués à nous pendant des années. C'était hors de contrôle. Nous avons utilisé les droits de douane pour nous défendre. Et ce, depuis mon retour au pouvoir. Et d'ailleurs, pendant mon premier mandat, nous avons engrangé des centaines de milliards de dollars grâce à ces droits de douane. Et d'ailleurs, l'inflation était contrôlée à l'époque. Aujourd'hui,
l'inflation est contrôlée. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nous engrangeons des sommes considérables grâce aux droits de douane. Cela va nous permettre de veiller à ce que les règles du jeu soient équitables pour tout le monde. Ce système est beaucoup plus viable. Nous utilisons les droits de douane pour défendre notre souveraineté, notre sécurité, pour notamment nous défendre face aux nations qui ont tiré parti, qui ont profité des administrations antérieures. Et notamment l'administration la plus corrompue, la plus incompétente de l'histoire des États-Unis, l'administration de Joe l'endormi. Le Brésil, par exemple, fait face à des droits de douane, car le Brésil s'efforce d'empiéter sur les droits des Américains. D'aucuns utilisent la corruption judiciaire, notamment. Alors, le fait est que je dois vous dire que, à mon arrivée, le président du Brésil était en train de quitter la salle. Je l'ai vu, il m'a vu, et eh bien, nous nous sommes pris dans les bras. Et ensuite, je me suis dit, eh bien, dans un instant, je vais exprimer ces critiques à son encontre. Mais le fait est que nous nous sommes mis d'accord pour nous entretenir ensemble dans quelques jours. Nous n'avons eu que 30 secondes pour nous parler, mais je suis ravi d'avoir attendu. Le fait est que nous nous sommes entretenus, nous avons eu une bonne discussion et nous sommes convenus de nous réunir la semaine prochaine. Je ne sais pas si cela vous intéresse, mais je pense qu'il m'aime bien et moi je l'aime bien. Et moi je ne fais des affaires que avec des personnes que j'aime bien. Lorsque je ne les aime pas, je ne fais pas d'affaires avec eux. En tout cas, pendant 30-39 secondes, le courant est vraiment très bien passé. Cela augure de bonnes choses. Mais le fait est que par le passé, le Brésil imposait des droits de douane à mon pays. C'était tout à fait inéquitable. Mais donc nous imposons désormais des droits de douane. Et en tant que président, je défendrai toujours notre souveraineté et le droit des citoyens américains. Donc, je suis désolé de le dire, mais le fait est que la performance est assez médiocre au Brésil et cela continuera d'être le cas. Pour améliorer la performance, il faut que le Brésil travaille avec nous, car sans nous, ils échoueront comme d'autres pays. L'année prochaine, les États-Unis vont célébrer le 250e anniversaire de notre indépendance, de notre glorieuse indépendance qui illustre la continuité de l'esprit américain. Et nous allons également accueillir en 2026 la Coupe du Monde de la FIFA, puis en 2028 les Jeux Olympiques. Je suis vraiment très enthousiaste. J'espère que vous serez tous présents. J'espère que les habitants du monde entier participeront à ces compétitions sportives qui célèbrent les réalisations humaines. Et tout a commencé le 4 juillet 1776 lorsque nous avons fondé les États-Unis, une lueur d'espoir pour le monde entier. Et ce jour-là, les États-Unis d'Amérique ont vu le jour. Et pour célébrer cet anniversaire, j'espère que tous les pays qui ont été inspirés de notre réalisation se rallieront à nous pour célébrer ces valeurs qui nous sont si chères. Nous devons ensemble défendre la liberté d'expression. Nous devons défendre la liberté religieuse, notamment pour les groupes religieux les plus persécutés, c'est-à-dire les chrétiens. Et nous devons également sauvegarder notre souveraineté et nous devons chérir toutes ces valeurs qui rendent nos nations si uniques et extraordinaires. En guise de conclusion, je souhaiterais simplement dire que l'immigration et les coûts trop élevés de l'énergie soi-disant verte sont en train de détruire le monde libre, une grande partie de la planète également. Il y a des pays qui valorisent la liberté, qui sont en train d'être effacés de la carte en raison de leur politique en la matière. Vous avez besoin de frontières sûres, vous avez besoin d'utiliser les combustibles fossiles si vous souhaitez bien vous porter. Que vous soyez dans le nord ou dans le sud, à l'est ou à l'ouest, tous les dirigeants réunis dans cette belle salle représentent une culture riche, une histoire noble, un héritage dont vous pouvez être fiers, qui donne toute sa grandeur à vos pays. De Londres à Lima, en passant par Rome, Athènes, Paris, Séoul, Le Caire, Tokyo, Amsterdam et ici, à New York, nous faisons fond sur le travail mené à bien par nos
prédécesseurs, ces géants qui ont bâti nos nations, nos formidables nations, avec leur courage, leur force, leur esprit, leur aptitude. Nos ancêtres ont gravi des montagnes, ont conquis les océans, ont traversé les déserts, ils ont traversé les plaines, ils ont versé leur sang pendant des batailles, ils ont bravé tous les dangers. C'était des soldats, des agriculteurs, des ouvriers, des explorateurs, des patriotes. Ils ont construit des villes, des royaumes, ils ont forgé des idées, ils ont créé des industries, ils ont bâti des empires, et vous y avez participé. C'étaient des champions pour leur peuple, ils n'ont jamais jeté l'éponge, ils n'ont jamais rien cédé. Leurs valeurs ont façonné nos identités nationales. Leurs visions ont forgé des destins magnifiques. Chaque personne présente dans la salle y a contribué d'une certaine façon. Chacun et chacune d'entre nous héritons de cet héritage, de ce legs, de nos fondateurs qui, avec courage, nous ont montré la voie. Nos ancêtres se sont sacrifiés pour leur patrie, des patries qu'ils ont défendues avec fierté, à la sueur de leur front. Ils ont versé le sang, ils ont fait le sacrifice ultime, et aujourd'hui, il nous incombe de protéger les nations qu'ils ont bâties. Et c'est une mission qu'il nous incombe de mener à bien. Donc nous devons ensemble honorer l'engagement qui est le nôtre vis-à-vis de nos citoyens. Nous devons protéger les frontières, garantir la sécurité des citoyens, préserver les cultures, préserver les traditions, et nous devons nous battre pour concrétiser leurs rêves, leurs aspirations. Nous devons le faire dans l'amitié, et nous devons le faire avec une belle vision. Nous devons tous travailler main dans la main pour bâtir un avenir plus radieux, pour bâtir une magnifique planète, une planète que nous partageons, une planète de paix, un monde plus riche, plus beau que jamais auparavant. Et c'est possible, c'est à notre portée. Et nous allons le faire, et j'espère que nous pouvons le faire, et nous devons commencer dès aujourd'hui, dès maintenant. Nous allons inverser la tendance, nos pays seront plus forts, plus sûrs, plus beaux. Nous allons prendre en charge nos populations. Je vous remercie. Que Dieu bénisse les nations du monde. Merci beaucoup. Au revoir. On behalf of Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président des États-Unis